À l'occasion du festival In Extremis du 17 mai au 11 juin 2022 au Théâtre Garonne, une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche samedi 28 mai avec la chorégraphe et chercheuse grecque Lénio Kakléa autour de son spectacle Balade, en conversation avec Nicolas Adel, maître de conférences en anthropologie à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès, spécialiste de l'anthropologie du geste. Bonjour à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui avec Lénio Kakléa, qui est chorégraphe, danseuse grecque, et Nicolas Adel, anthropologue. Voilà. Lénio a présenté une pièce Balade hier et avant-hier au Théâtre Garonne. Et on a, dans le cadre du festival In Extremis, qui est un festival qui se déroule jusqu'au 11 juin, avec divers spectacles et propositions, performances. Et on a demandé à Nicolas Adel d'avoir un petit entretien avec Lénio Kakléa, parce que Lénio travaille sur les pratiques quotidiennes qu'on peut avoir. Et elle a écrit un ouvrage à partir d'une enquête ou d'un questionnaire qu'elle a adressé à 600 personnes, je crois, voilà, qui s'appelle Encyclopédie pratique. Et à partir de cet ouvrage, qui recense une série de témoignages de pratiques, selon un questionnaire, une même grille de questions adressée à tous, avec humour aussi d'ailleurs. À partir de cet ouvrage, elle a pu décliner plusieurs pièces de danse, et dont le solo Balade, qu'on a eu la chance d'accueillir il y a 2 jours et hier. Donc je vous laisse... Toi, tu as été présenté. Oui, mais merci pour l'invitation et puis pour l'occasion de discuter avec Lénio cet après-midi. Oui, moi, comme ça a été indiqué, moi je suis anthropologue, donc effectivement je suis dans des types de pratiques sur ces mouvements, sur ces gestes ou sur ces déplacements qui sont assez différentes. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur des gestes plutôt ouvriers, artisans, dans des circonstances qui sont des circonstances d'enquête de type ethnographique. Je vais sur les sites où les gens font un certain nombre de gestes et j'observe et j'interroge en même temps ce que les gens font, ce qu'ils ont conscience qu'ils font et ce dont ils n'ont pas conscience. Et puis j'essaie de débusquer un certain nombre de logiques dans tout ça. Et effectivement, il y a des points sur lesquels probablement que ça rejoint, pour partie en tout cas, le travail qu'a fait Lénio. Et moi, parmi les choses qui m'intéressent, c'est effectivement comment des pratiques quotidiennes, c'est l'année Pérec un peu, donc comment les pratiques infraordinaires, c'est un peu en dessous de ce que les gens font, comment ces pratiques-là, dans l'enquête que tu conduis, donc qui est une enquête par questionnaire, ça je crois que c'est intéressant. Finalement, est-ce que dans ton idée, c'est de forcer les gens à verbaliser, à exprimer des choses dont a priori ils n'ont pas forcément la nécessité, ou c'est pas pertinent toujours d'expliquer pourquoi on se balade, se promène, on rôde, on fait du chant, enfin bon, etc., etc. Est-ce que l'idée c'est de faire verbaliser, de faire parler, de voir ce qui peut arriver dans le langage et de voir ce qui résiste à ça? Est-ce que c'est en partie ça, ou est-ce que ton projet va un peu au-delà de ça, ou est un peu différent de ça? Je dirais que c'est tout ça. Donc, en commençant Encyclopédie pratique et en ayant cette envie de sortir du studio et de poser un peu plus largement à d'autres personnes que celles qui s'intéressent à la danse, la question de la pratique, et donc d'essayer d'observer et d'éventuellement documenter comment les transformations sociales actuelles se reflètent dans la sphère intime, dont la pratique et les pratiques font partie. Il fallait choisir un médium. Et donc, inviter des gens dans les studios pratiquer de la danse avec moi allait réduire de manière impressionnante le nombre de participants. Et je savais, l'ambition d'Encyclopédie pratique, c'était de créer un paysage
de vraiment parler de la société comme un paysage gestuel. Et donc, il me fallait, entre guillemets, pour arriver à cette forme que je souhaitais, il me fallait aller vers un grand nombre de personnes. Et donc, la langue, à travers l'écriture, m'a paru comme la manière la plus simple et la plus directe pour le faire. J'étais consciente des contraintes que cela impose. On ne parle pas tous et tout le français. D'abord moi, je ne suis pas française. Enfin, je le parle, je veux dire, mais c'est pas ma langue maternelle. Et puis je savais que comme je voulais donc vraiment conduire un très grand nombre d'entretiens, je ne pouvais pas me retrouver avec ce qu'on appelle des roches, une matière qui serait impossible à éditer après. Donc l'écrit et pas l'audio. Donc pas l'enregistrement, donc pas un entretien qui se passe par la parole, mais plutôt un entretien qui se passe par l'écrit, me permettait de collecter des réponses un peu plus réduites, on va dire. Cela dit, dans Encyclopédie pratique, pas seulement la motivation, mais la manière dont j'ai conçu cet entretien, c'était comme un échange. Ça veut dire que j'avais rien à apprendre, à transmettre. J'avais plein de choses à apprendre. Et ce qui m'a guidée dans Encyclopédie pratique, c'était vraiment ma curiosité. J'étais moi-même donc étrangère en France. Enfin, ça faisait bien 10 ans que j'étais en France, mais j'avais quand même une très grande curiosité pour cette société-là. Je voulais apprendre des choses. Enfin, je voulais comprendre un peu comment les Français et les Françaises se construisent à travers les choix qu'ils font, comment ils vivent le fait d'avoir un corps, un espace intime, les relations entre eux. Comment ils vivent les crises, plusieurs et multiples que nous traversons. Donc, ces 20 questions que j'ai choisies pour ce formulaire-là étaient conçues comme une sorte de mini-processus de auto-réflexion et analyse. C'était ça que j'offrais. Je proposais donc aux interviewés un temps de concentration et quelques questions simples à travers lesquelles elles et ils pouvaient éventuellement comprendre, analyser, jouer avec, comprendre et analyser des choses qu'ils font dans le quotidien et peut-être ils n'ont pas la conscience, comme on vient de dire, ou tout simplement passer le temps à jouer et déjouer le formulaire. Merci. Non, effectivement, alors ça éclaire quelque chose d'intéressant parce que nous, en ethnologie, on a plusieurs catégories pour penser ces affaires de pratique et de gestes. Il y en a une qui est celle de technique du corps, qui nous vient d'un ethnologue français qui s'appelait Marcel Mauss. Et alors, c'est les techniques du corps, à la fois des choses très pensées, des gestes techniques précis pour faire des opérations compliquées particulières. Et puis, c'est aussi bien des techniques très immédiates, très facilement et très rapidement incorporées, la marche, la nage, le fait de faire du vélo, etc., etc. Et dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose qui faisait partie des premières hypothèses de travail de cet ethnologue-là, donc Marcel Mauss sur les techniques du corps, qui est de dire en fait ces techniques du corps, elles sont très culturellement conditionnées, ce qui fait qu'on ne nage pas, on ne marche pas, on ne s'assied pas, on ne dort pas, enfin des choses de ce type-là, de la même façon selon qu'on est... alors, pas seulement quelqu'un qui vit au fin fond de l'Amazonie et un Européen, mais entre Européens, entre des Français, des Anglais, des Allemands, des Italiens, il y a des choses assez différentes en termes de technique du corps. Tu as un peu dit, tiens, comment est-ce que les Français pensent leur corps ? C'était ça aussi mon début. Est-ce que tu as repéré des choses où la nationalité conditionne un tout petit peu des techniques du corps différentes ? D'abord, donc la première grande enquête était à Aubervilliers. C'est pas anodin. Aubervilliers est une commune, une des plus pauvres de la France, et en même temps une commune qui accueille et dans laquelle habite une grande diversité, des gens qui viennent vraiment de cultures très différentes. C'est aussi une commune qui est communiste, qui était communiste en tout cas depuis la Deuxième Guerre mondiale, et dans laquelle se joue les gens sont très actifs dans le fait de construire leur vie, en fait, parce que c'est une commune un peu délaissée par l'État, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que
À Aubervilliers, ce que j'ai découvert d'abord, c'était à travers les réponses, c'était leur grande capacité de jouer avec ces formulaires-là. Donc d'abord, j'ai découvert le jeu du langage, enfin le jeu de mots que ces interviewés, français et françaises, faisaient, et la manière dont elles étaient prêtes à parler de leur intimité. Mais vraiment, il y a des gens qui m'ont répondu sur leur pratique sexuelle, sur la masturbation, sur des choses extrêmement intimes qu'on partage évidemment pas avec la première personne qu'on rencontre. Donc, j'étais d'abord très étonnée par cette volonté, cette évidence de s'ouvrir. Je pense que ça faisait probablement aussi partie du processus, du cadre que je proposais. Ou en tout cas j'ai envie de l'espérer, enfin de le croire. Et la deuxième chose, c'était qui m'a extrêmement frappée, et c'est ça qui m'intéressait dans Encyclopédie pratique, parce que je ne suis pas anthropologue, donc créer un catalogue des techniques, des pratiques, d'activités que je connais déjà, qu'on connaît déjà. Certes, ça fait partie du jeu parce que la manière dont chacun et chacune, comme tu viens de dire, joue au foot, c'est pas la même chose. Mais ce qui m'a quand même beaucoup étonnée, c'était la manière dont, l'inventivité, la manière dont beaucoup de gens ont répondu avec des pratiques entièrement inattendues, comme la cérémonie du coquillage ou des formes de chamanisme qu'elles avaient inventées ou appris et transformées, ou des petits rituels comme le CCC, le café clope caca, des trucs où... là, je n'ai pas tout en tête. Mais donc, il y avait à la fois... si tu veux, j'étais à la fois étonnée par peut-être la pauvreté, le manque de réflexivité vis-à-vis d'une activité, ou une inventivité absolument inattendue. Mais est-ce que justement, pour qu'on rentre avec toi dans la manière dont tu as procédé, dont les gens se sont emparés, y compris pour le détourner, pour jouer avec ton dispositif, comment ça marchait la première question, t'ouvrais comment? Comment tu sélectionnes les gens? Comment tu les identifies? Et t'ouvres par quelle question? Donc, je ne sélectionne pas les gens. Déjà. On s'est choisi. Donc, c'est vraiment réciproque. C'était que comme ça que ça marchait. Pour pouvoir rencontrer des gens, je suivais en fait le rythme de la ville. Je me suis associée à des associations. J'ai d'abord gagné la confiance de ceux et celles qui étaient actifs sur le terrain. Et petit à petit, ces associations-là m'invitaient à des événements, à des réunions, à des contextes qui me permettaient de trouver une table, poser 3 chaises, avoir mes formulaires, des stylos, et inviter les gens à répondre à ces questions, à ces 20 questions qui étaient écrites sur le formulaire, en expliquant évidemment qu'il s'agit d'un projet chorégraphique, etc. Donc, ces 20 questions étaient conçues d'être... Elles étaient... Je fais exprès de les rendre le plus distantes possible. Donc, elles étaient très sèches. La première question, c'était comment s'appelle votre pratique? Donc, c'était la première question qui invitait la personne à choisir de quoi elle va parler. C'était à ce moment-là, parfois, quand je faisais vraiment les entretiens à l'oral, parce que la personne ne voulait pas écrire, donc j'écrivais pour elle. Je voyais que c'était aussi à ce moment-là que beaucoup de gens carrément inventaient une pratique pour répondre. Je me rappelle, par exemple, d'une personne qui a pris 3 secondes, il me dit l'intransigeance, qui était un mot que je ne connaissais pas. Et je voyais qu'à travers les réponses qu'il donnait à l'improviste, il était en train d'écrire quelque chose qui était probablement propre à lui. Donc la première question était donc cette simple qui est comment s'appelle votre pratique. Après, il y avait d'autres qui demandaient quels sont les accessoires, les lieux dans lesquels vous pratiquez, si vous pratiquez seul ou avec des gens, est-ce que vous avez jamais été rémunéré pour pratiquer, quels sont les mouvements que vous faites, est-ce que vous vous sentez libre quand vous pratiquez, et donc la dernière question, c'était est-ce que vous serez prête à me la transmettre, cette pratique?
Et alors justement, puisque tu l'as dit, c'est un projet chorégraphique quand même. Donc à la fin, il y a cette question sur seriez-vous prêt à me la transmettre? La plupart des gens répondent oui, j'ai le sentiment. Avec plaisir. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a eu des non quand même de temps en temps? Si, Et pour quelle raison? Parce qu'ils avaient elles avaient une relation très viscérale, trop viscérale avec on dit viscérale, non? Oui, voilà, avec leur pratique, ou qu'ils pensaient que c'est intransmissible. Intransmissible, voilà. Mais cette question-là, c'est une question fictionnelle. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'était ma manière dans le livre et dans chaque texte de faire apparaître le corps de la collectionneuse, qui est le mien. Donc de passer par ce que les gens décrivent, qu'ils font avec leur propre corps, de passer au mien. Mais cette transmission n'a jamais eu lieu physiquement. Elle n'a eu lieu que par le fait d'avoir répondu aux questions. C'est ça la transmission. Ça veut dire que cette transmission, entre guillemets, elle est ouverte à tout le monde. Oui, bien sûr, oui. C'est une autorisation, en fait. Voilà, tout à fait, exactement. C'est une autorisation. Et de ce fait-là, une fois qu'on t'a autorisé à recevoir finalement ce qu'on te décrit dans le questionnaire, à recevoir cette pratique qui a été inventée ou qui n'a pas été inventée pour l'occasion, peu importe, toi, qu'est-ce que tu en fais ensuite? C'est-à-dire, comment est-ce que tu l'intègres dans ta performance? C'est-à-dire, est-ce que tu essaies de faire en sorte d'être au plus près de ce que la personne a décrit dans le questionnaire? Ou est-ce qu'il y a un travail de réappropriation qui fait que c'est toi et pas elle qui est en train de performer, etc., etc. Comment est-ce que tu la digères, en fait, cette pratique? Donc, d'abord, je me suis donné un principe pour choisir les pratiques. Parce que, si tu veux, le catalogue, l'encyclopédie propose un vaste nombre de pratiques. Et c'était donc impossible pour moi, c'était pas réaliste de tout pouvoir approprier. Enfin, de tout pouvoir, en anglais on dit embody, de tout pouvoir incorporer. Donc je me suis donné ce principe qui était le principe de la familiarité ou de l'étrangeté. Donc j'ai choisi des pratiques qui m'étaient très très proches et d'autres qui m'étaient très lointaines. Puis pour chaque pratique que j'ai donc choisi à vraiment faire entrer dans le studio et essayer de l'incorporer, j'ai choisi d'autres principes chorégraphiques pour chacune. Je donne un exemple. Par exemple, j'ai choisi la pratique de la prière musulmane, qui est une pratique que je n'avais jamais pratiquée. Et venant d'une famille athée, j'avoue que je ne savais même pas, je ne connaissais même pas les étapes nécessaires, dont par exemple la première étape qui sont les ablutions. Les ablutions de la prière musulmane sont à Aubervilliers, précisément. Il y a le portrait de la prière est un très long portrait. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'interviewés qui ont répondu, qui pratiquent ça. Donc il était évident pour moi qu'il fallait, entre guillemets, donner place à cette pratique-là dans le spectacle. Les ablutions sont un protocole de lavage qui est très précis. Et je voyais aucun intérêt de le transformer. Ce protocole, donc, existe sur le plateau. Enfin, je le fais exactement comme il est pratiqué par tout le monde, tous celles qui font des ablutions. Je donne un autre exemple qui est vraiment à l'antipode, c'est la pratique de la boxe. J'ai choisi la pratique de la boxe parce que j'étais très profondément touchée par l'entretien que je fais avec ce boxeur-là, qui s'appelle Noël. Il m'a carrément confié peut-être 7 minutes pour l'entretien. On était debout dans la salle de la boxe. Le formulaire était sur ma cuisse et j'essayais de vraiment transcrire toutes ses réponses. C'était comme s'il connaissait le formulaire par cœur. Et donc, il me dit que la boxe se pratique là où il y a de la rage et de la souffrance. Et à la question, est-ce que vous vous sentez libre quand vous pratiquez? Il me dit bien sûr que oui, parce que cette pratique me donne l'envie de tuer. Et donc, je suis très touchée par ces deux réponses-là. Et en regardant... Et en fait, ça m'a fait réfléchir sur ma propre pratique de la danse, qui n'est pas, à mon avis, qu'une pratique du plaisir du mouvement ou de l'expression positive de soi, mais c'est aussi une institution, c'est aussi un processus de
des surveillances du corps. Enfin, c'est aussi une pratique qui crée beaucoup de sentiments chez les personnes qui la pratiquent. Et donc, c'est à travers ce biais-là, de la rage, de la souffrance, un peu la gestualité de la boxe aussi, que j'ai essayé de créer un portrait chorégraphique de ce que je comprenais de la boxe, mais qui ne correspond pas du tout à un combat de boxe tel qu'on le voit. C'est plutôt une transcription poétique. Et donc là, tu as cité deux pratiques qui t'étaient, tu l'as dit, assez étrangères, voire très, très étrangères, que ce soit la boxe ou la prière musulmane. Et parmi les pratiques qui t'étaient plus familières, est-ce que c'était finalement plus difficile de les mettre en scène pour en montrer le caractère, justement, comme tu l'as dit, plus poétique, décontextualisé? Je pense que chacune... je pense que... très sincèrement, dans un travail chorégraphique, ce qui prend le plus de temps, c'est vraiment écrire les mouvements. Donc, c'était pas tellement le principe de l'introjecté, de la familiarité, c'était plus le traitement que je voulais faire de chaque pratique. Quand il fallait juste incorporer quelques gestes comme celle des ablutions, ça passait plus rapidement dans le studio. Quand il fallait vraiment chercher m'approprier d'une gestualité beaucoup plus complexe, comme celle de la boxe ou d'autres, c'est ça qui prenait vraiment du temps, vraiment le processus à travers lequel je fais vraiment mes propres choix en tant que chorégraphe. Donc je dirais pas que c'était la distance qui rendait ça plus compliqué. Mais par exemple, pour donner un autre exemple, il y avait une des interviewés pratiquait le fait de juste se peser très très régulièrement. Et dans le tout premier solo que je fais, qui s'appelle Portrait choisi, j'avais aussi choisi cette pratique du fait de se peser. Donc, il y a dans la pièce une balance et une caméra qui projette les chiffres sur le mur. Donc, ça rend vraiment visible Et je mets des habits sur la balance et on voit comment les chiffres donc, du poids de corps se transforment en enlevant les différentes couches. Et ça, c'est quelque chose que je faisais en tant que danseuse au Conservatoire national parce qu'on on nous pesait très régulièrement pour suivre la croissance. Donc, mais ça, c'est pas vraiment visible dans la pièce. C'est ma propre histoire interne du processus chorégraphique. Ce qui fait que finalement, dans le projet que tu as, c'est quand même d'aboutir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est aussi d'aboutir à une prise de conscience de la totalité des gestes qui envahissent finalement un quotidien et qui ne sont pas toujours là, qui ne sont pas toujours forcément les plus démonstratifs, les plus importants, mais qui sont répétés et qui finalement tiennent une plus grande place que les gestes les plus expressifs. Et comme tu le dis, il y a le fait de se peser, le fait peut-être tout simplement, oui, je sais pas, d'ouvrir une bouteille, etc., etc. Ces gestes qui sont justement un peu devenus tellement répétés que peut-être que c'est là où il y a le moins de poésie, puisque c'est les gestes les moins réfléchis. Et est-ce que toi, c'est aussi l'idée de... Alors, est-ce que c'est l'idée de les repoétiser, juste de les refaire exister, parce qu'ils ont tellement disparu, puisqu'ils sont si routiniers? Est-ce que c'est aussi ça? Ce qui était intéressant pour moi... Encyclopédie pratique ouvrait un monde pour moi, vraiment le monde des corps, des gens, des personnes, des subjectivités, des parcours, d'émotions, des lieux, des relations qui m'étaient inconnues avant que je commence à les rencontrer. Donc, avec Encyclopédie pratique, avec les spectacles, je voulais donner place à tout ce détail, comme tu dis, caché de l'intimité ou invisibilisé. Pas seulement parce que ça se passe dans l'espace domestique, mais aussi invisibilisé parce qu'il y a une culture mainstream qui leur donne pas vraiment la place. Donc, c'était moins un spectacle de danse tel qu'on crée de la danse de manière traditionnelle, je ne sais pas comment dire. C'est plutôt se poser la question d'où se trouve le mouvement, quels mouvements sont intéressants, quels mouvements sont signifiants, et
que le corps, enfin nos identités se construisent à travers plein de processus dont le corps participe, de manière très différente. Et c'est pas que par le mouvement et la danse. La danse en fait partie, mais il y a plein d'autres choses qu'on fait avec le corps, comme se peser par exemple, et suivre vraiment la réalité traduite par des chiffres sur une balance. Donc c'était ça, proposer un éventail semi-sociologique ou anthropologique, semi-poétique et artistique d'une société en mouvement. Pour le coup, ça rejoint tout à fait de l'anthropologie, parce qu'effectivement, ce qu'on fait en tant qu'anthropologue, c'est précisément d'essayer de rendre visibles les choses qui ne le sont pas, les choses qui disparaissent, des logiques. Ça peut être très intellectuel, ça peut être très matériel, corporel, etc. Donc le projet n'est pas si éloigné finalement que ça d'un projet de type anthropologique, même s'il fonctionne très différemment, même s'il n'a pas des principes de sélection organisés comme on les organiserait, mais peu importe. En vérité, ça produit un peu le même type de choses. Et traduire le mouvement, ça, c'est quelque chose qu'en ethnologie, on essaie de faire aussi. Puisqu'on a des sous-spécialités d'ethnologie qui sont l'ethnochoréologie ou des anthropologues de la danse, en partie aussi des anthropologues du mouvement en général. Ce que je trouve intéressant, c'est que les premières fois où les ethnologues se sont intéressés aux questions de corps, de gestes, de mouvements, ils n'ont pas réussi à le faire. Ils n'ont pas réussi à le faire sans prendre en compte en même temps la parole. C'est-à-dire la capacité des gens à exprimer ça, ou parfois le fait que les gestes sont comme de la parole, c'est-à-dire que c'est quand il y a des choses qu'on dit en parlant, et puis il y a des choses qu'on dit en faisant. Et très longtemps, on était prisonnier de ça en ethnologie, jusqu'à se rendre compte il faut peut-être essayer de penser aussi des gestes qui ne sont pas juste des mots pratiques. En quelque sorte, mais qui sont un peu des choses différentes de ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui reste important pour toi, c'est-à-dire le passage par l'écrit, le passage par le texte en l'occurrence, le passage par la parole, l'entretien. Comment ça se traduit si, par exemple, est-ce que tu as été confronté quand tu as posé ces questionnaires, que les gens ont pu soit écrire, soit te faire écrire, soit discuter avec toi en écrivant, enfin bon, etc. Est-ce qu'il y en a certains, pour exprimer certaines pratiques, qui ont eu du mal à ne faire que écrire ou que parler? C'est-à-dire qu'ils se sont, en parlant de leurs pratiques, de leurs gestes, de mouvements, de choses, est-ce qu'ils se sont sentis comme obligés de faire ces mouvements comme pour mieux les dire, comme parce que le langage n'est pas complètement suffisant, en fait? Est-ce que c'est arrivé? D'abord, ce qui m'intéressait dans le fait de passer par l'écriture, notamment, c'est que l'écriture est en elle-même un processus, pas seulement réflexif, mais intime. Tu es tout seul en face de toi, entre guillemets, et la page sur laquelle tu te projettes. Donc déjà ça m'intéressait comme de proposer ça comme contexte et pas autre chose. Après, il y a évidemment, si tu veux, la question qui apportait vraiment, enfin qui demandait directement d'écrire ces gestes, était la question qui était laissée vide la plupart du temps. Ou la question sur laquelle j'ai passé le plus de temps avec les interviewés pour essayer de déchiffrer, essayer de les aider à trouver des mots, vraiment analyser le mouvement et le décrire. Néanmoins, ce trou, ce vide, et la distance. Troisième chose, et je finis, petite parenthèse, je ne voulais pas qu'il y ait d'images filmées. Je ne voulais pas qu'il y ait des transmissions de corps à corps, parce que je voulais créer de la distance, je voulais avoir de la liberté quand je crée de la chorégraphie. Et je trouvais que la distance entre mots écrits et travail de studio, mouvements reproduits, chorégraphie, danse, était suffisamment ouverte et éloignée pour moi, pour que je retrouve de la liberté en tant qu'artiste. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi ce processus-là. Et donc, selon
selon les réponses, selon les pratiques, selon les textes. Je me confrontais aussi à... Enfin, je travaillais différemment avec le texte. Et donc différemment le mouvement à partir de ces textes, de textes choisis. Et pour répondre, parce que je n'ai pas répondu, pour répondre à ta question, s'il s'engageait dans des gestes quand il parlait ou si... Pas vraiment, parce que comme ça passait par l'écriture, ils étaient plutôt concentrés, c'était assez scolaire. Enfin, à regarder, je veux dire, c'était... Tu avais des gens plutôt en face d'un papier, en train de réfléchir, de corriger, comme on ferait quand on est obligé d'écrire. Oui, mais d'où effectivement peut-être le fait pour certains d'identifier des pratiques pour lesquelles le passage par l'écrit sera peut-être plus commode que d'autres qui seraient plus difficiles. Et est-ce qu'il y avait parce que ça c'est effectivement c'est intéressant, mais alors comment le faire passer? Est-ce que c'est intéressant de le faire passer dans une performance ensuite un propos autour de l'apprentissage, parce qu'évidemment des pratiques, ça peut nécessiter, pas toujours quoique, mais enfin ça peut nécessiter des formes plus ou moins élaborées d'apprentissage. Est-ce qu'il y avait quelque chose autour de ça? J'étais très inspirée j'étais très intéressée par la transmission plutôt que par l'apprentissage, et ça venait évidemment de mes lectures de Mauss, parce qu'il disait, je me rappelle plus, on les cite, je pense pas dans cet ouvrage-là, le premier, où il dit il n'y a pas de tradition sans transmission, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Donc, ce qui était intéressant pour moi, c'est que pas seulement ces pratiques m'ont été transmises d'une manière ou d'une autre, en fin de compte, mais que aussi le fait que je les incorpore sur scène témoigne de leur éventuelle circulation. Que, en fait, ces gestes que j'incorpore, que je performe, que je danse, que j'expose sur le plateau, rend visible le fait que les gestes circulent dans une société. Et qu'il y a des liens qui se font à travers ça. Pas seulement parce qu'on cuisine ensemble, pas seulement parce qu'on prie ensemble, pas seulement parce qu'on fait de la gym ensemble, mais aussi parce que probablement, même si on ne se connaît pas et on fait de la gym dans des lieux différents, on la pratique quand même de la même manière. Donc, ce sont des liens qu'on fait à travers le corps, à travers les choix, à travers l'usage de notre corps, qui font société. Enfin, en tout cas, qui décrivent une société. C'était un peu le pari. Ouais, ce qui effectivement rejoint assez bien pour le coup, d'une autre manière, mais encore rejoint assez bien ce que les anthropologues qui travaillent sur des questions de transmission, alors qu'il s'agisse de gestes ou d'autres types de contenus, retrouvent, avec l'idée que c'est pas seulement des questions, comme tu le dis, de coprésence, de contagion, d'imitation. C'est aussi ça peut aussi être une façon de transmettre ou d'apprendre quelque chose. Mais c'est aussi la capacité qu'ont les individus à recréer dans des environnements relativement différents, dans des contextes, en fait, des choses qui sont apprises. C'est moins de l'imitation que de la recréation, et donc avec des espaces de réinvention un peu permanente. Et comment est-ce que tu mets ça en scène, ou est-ce que tu ne le mets pas du tout en scène et c'est simplement le fait de le faire, c'est-à-dire cette pratique, cette recréation de telles pratiques qu'on t'a transmises, comment tu mets en scène la part qui vient de toi et qui est pas justement pour montrer que c'est pas juste de la répétition en fait. Je pense que le spectacle raconte principalement le fait qu'une danseuse, une chorégraphe, un corps féminin traverse des identités, des formes de vie, des formes de se mouvoir, de manière de sentir, de vivre un espace. C'est ça le récit de la pièce. C'est en fait la volonté artistique de exposer un corps qui traverse plusieurs identités. Et donc de se poser la question de l'identité. En singulier. Donc de se dire que éventuellement se construire, c'est aussi s'approprier de bouts de plein de choses. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une identité et peut-être pas une entité. Elle est probablement se poser la question de comment elle est construite.
je n'ai pas une question articulée, mais je pense que la pièce pose cette question-là. Parce qu'on est en train d'observer le même corps se transformer à travers la gestualité, à travers les gestes, de se transformer en permanence. Et justement, sur cette question de l'identité qui est quand même un petit peu... des identités multiples qui se construisent et qui se compactent dans des mêmes corps finalement. Comment est-ce que tu tiens compte ou pas d'ailleurs, hein, est-ce que c'est intéressant d'en tenir compte pour toi ou pas, selon les profils des personnes que tu as en face de toi, qui ont été non pas sélectionnées, mais c'est le fruit d'une rencontre et d'un choix réciproque, enfin on va dire, quelque chose comme ça. Est-ce que le fait d'avoir affaire à des personnes de sexes différents, d'âges très différents peut-être, enfin de classes sociales très différentes, etc., est-ce que ça, ce sont des variables, alors pour un anthropologue, ça serait très important bien sûr, mais est-ce que toi, ce sont des variables qui jouent un rôle, qui te parlent, qui disent quelque chose et qui informent ensuite la manière dont tu vas récupérer ou pas la pratique, ou est-ce que le fait qu'une promenade ou une maraude ou le fait d'avoir une pratique sexuelle, etc., le fait que ce soit le fait d'un homme, d'une femme, d'une personne âgée, d'une jeune, de quelqu'un qui est un ouvrier ou de quelqu'un qui est un écrivain, par ailleurs, les deux existent ou coexistent dans la même personne. Est-ce que ça fait des choses différentes pour toi? Est-ce que tu les reçois différemment ou est-ce que finalement ça n'a aucune importance? Si, bien sûr que si. Et puis c'était impossible d'évacuer le contact que j'ai eu avec les interviewés quand j'étais toute seule dans le studio. En fait, certes, il y avait une méthodologie et un processus chorégraphique, mais en fait, j'avais en moi... Dans ma mémoire, le contact, surtout quand j'ai travaillé vraiment dans les studios, je pense que j'étais capable de me rappeler de toutes les personnes et presque tout le visage de chaque moment d'entretien. Parce qu'ils étaient intenses et parce que j'étais moi intensément liée à ce processus-là. Donc je pense que volontairement et involontairement, j'ai incorporé ça dans la danse. Et je pense que c'est évident quand j'ai fait la boxeuse. J'ai jamais vu Noël faire de la boxe. Mais je pense que c'est évident qu'il ne s'agit pas forcément d'un... Le corps n'est pas immédiatement reconnaissable comme féminin. On va dire ça. Et puis, effectivement, il y a par exemple le portrait d'une autre femme qui s'appelle Marie Zemel, qui est philosophe, qui habite à Aubervilliers, dont le portrait est vivre le vertige sans basculer dans le vide, qui est une malade de Parkinson, et qui, donc, comme tout le malade, enfin, comme une grande partie de malades de Parkinson, a un manque de contrôle de son système nerveux. Et ça a été c'était très visible quand on s'est rencontrés. En plus, avec Maryse, on a passé vraiment des heures ensemble. Et donc, il y a un portrait. Quand j'ai choisi son portrait, il y a cette gestualité-là, cette manière de ce rapport au manque de contrôle du corps qui est présent. Ça me fait penser, peut-être est-ce qu'il y a derrière puisque tu as établi un très grand nombre de questionnaires, est-ce que des choses transversales comme par exemple en anthropologie, nous derrière ces affaires de mouvement ou de gestes, on s'intéresse à des notions comme le style, comme le rythme. Est-ce que des choses comme ça revient ? Est-ce que c'est revenu? Est-ce que le fait d'interroger des gens sur des pratiques qu'ils identifient eux-mêmes et qu'ils sont amenés à décrire, ça les fait prendre conscience d'un style particulier qu'ils ont de faire une pratique qu'ils imaginent partagée par plus qu'évidemment qu'eux-mêmes? Je sais pas, je pense à se promener, enfin, bien sûr. Est-ce qu'il y a un effet d'appropriation de la pratique ou de stylisation, en disant ça c'est... Je me promène pas tout à fait comme tout le monde, d'une certaine façon. Et ça, c'est pour l'entrée style. Et est-ce qu'il y a aussi des effets de rythme là où on imagine qu'il n'y en aurait pas forcément, je sais pas, je pense à se peser, etc. Quelle place du rythme dans des... Mais peut-être que malgré tout, ça joue dans des pratiques a priori non rythmées, la place quand même d'une forme de régularité qui permet évidemment
évidemment mieux d'apprendre, mieux de restituer, etc., etc. Je pense que les questions n'ont pas amené à ce type de réponses. Il y avait du rythme qui apparaissait de temps en temps par les réponses des interviewés, mais qui les faisait juste apparaître en répondant à d'autres types de questions. Ça, c'est pour le rythme, et le style encore moins. Donc, je dirais que la diversité était plutôt... Donc, il y a un grand nombre de promeneurs et promeneuses, par exemple. Mais ce n'était pas dans leur manière de se promener dans la forêt, c'était dans la diversité des manières de se promener. Donc, il y avait des promeneuses de nuit, des promeneuses de chantier, des promeneuses des chemins de Compostelle. Donc, c'était plutôt par une variété de balades. Ah oui, ça c'est très intéressant parce qu'effectivement, dans le type d'enquête que moi j'avais pu mener, j'aboutissais. Alors peut-être que c'était la façon, sans doute, de poser les questions à des choses qui conduisaient les personnes soit à personnaliser, soit à identifier ou à remarquer des choses qu'ils n'avaient pas remarquées. Mais alors, du fait de peut-être de ma présence ou encore une fois de mes questions, il y a quelque chose qui m'avait toujours frappé. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des charpentiers, donc je travaillais sur la gestuelle du charpentier. En particulier, sur les toits, il y a vraiment le degré zéro du geste du charpentier, c'est le fait de clouer des morceaux de bois qu'on appelle des voliges pour accrocher ensuite les tuiles. Vraiment, c'est le niveau zéro de la compétence. Donc c'était généralement ce qu'on me donnait à faire quand j'étais sur un toit, puisque j'étais là surtout pour les observer, moins pour clouer. Mais malgré tout, il faut aller les voir sur les toits. Et évidemment, en clouant, tout à coup, en faisant l'opération, la totalité des charpentiers qui étaient sur le même toit que moi s'arrêtaient mais très vite, au bout de 2 minutes, en disant mais qu'est-ce que c'est que ce fou qui cloue, quoi ? Parce que un charpentier qui cloue, normalement, ça fait ça. Et c'est ça, le rythme ou le type de geste, en fait. Alors que moi, ça faisait ressembler plutôt à un truc comme ça. Voilà, vraiment, c'était complètement incohérent en vérité. C'est complètement incohérent, mais alors qu'a priori, le fait de clouer, même si effectivement on tape, ça n'obéit pas, en tout cas, on n'apprend pas à clouer de façon rythmée. C'est-à-dire, c'est pas l'idée. Pourtant, il y a malgré tout, quand on le fait pas comme il faut, on s'aperçoit qu'en vérité, il y a une règle de syncope, enfin, etc., qui se met en place. Je me demande si, alors c'est pas une propriété de geste de travail, à mon avis, ça existe dans toute une gestualité. Si on ne fait pas les choses selon un mouvement qu'on a du mal à verbaliser, hein, aucun charpentier va dire oui, moi je syncope mon clouage. Hein, ça n'existe pas. Mais malgré tout, si on ne le fait pas, on passe pour un fou, en fait. C'est pas un fou sur le toit, quoi. Je pense que le formulaire ou même ma présence et les questions peut-être que j'ai posées n'arrivaient pas à faire sortir autant de détails dans le mouvement. Les témoignages, l'aspect unique des témoignages s'exprimait plutôt par des récits intimes. Donc c'était plutôt ça. L'intimité qui faisait que vraiment carrément des petites anecdotes, par exemple, des choses que les gens ont vécues au long d'une promenade. Ils ont vu, quelqu'un a vu une queue d'homme faire la queue pour voir une prostituée qui travaillait dans un chantier, par exemple, qui rendait donc son témoignage de la promenade différent que celui qui faisait le chemin de Compostelle, ou de quelqu'un d'autre qui se promenait dans la nuit. Donc c'était par ce type de récit-là qui était probablement aussi pour moi plus simple à identifier, donc à chercher, à collecter. Donc en fait, tes questions qui sont donc des questions sur des pratiques pour ensuite repérer une société en mouvement, comme tu le dis, et la manière dont le mouvement se transmet, se recrée, et façonne des collectifs en fait, hein, d'une certaine façon. Ça a été pris par les gens que tu as rencontrés, et vous êtes élus mutuellement, comme des fragments biographiques ou des occasions de décrire des petits morceaux de vie, en fait. C'est ça. Je pense que oui, et que dans le livre, il y a vraiment 2 types, on va dire, de textes. Il y a vraiment des petites scènes
qui est effectivement un petit fragment de vie, et des portraits beaucoup plus techniques à travers lesquels on arrive vraiment à accéder aux détails et à comprendre vraiment une technique, comme elle est apprise, comme elle est pratiquée, etc. Mais il y a donc beaucoup les récits et les scènes. Et est-ce que tu as une explication sur pourquoi est-ce que... Il y avait une question qui était il y avait une question que j'ai enlevée au bout d'un moment. Surtout quand j'ai commencé à faire des interviews en allemand. Je ne parle pas l'allemand. Je travaillais vraiment avec une assistante et un assistant, et ça devenait... j'avais pas d'accès, en fait. Le contact était beaucoup plus compliqué. Donc, je pense que je n'ai pas tenu à cette question jusqu'au bout, mais c'était une question qui disait très simplement, est-ce que vous serez prêt à partager avec moi une anecdote ou une histoire, quelque chose lié à cette pratique-là? Et du moment où cette question a disparu, il y a eu vraiment beaucoup moins d'anecdotes biographiques, enfin, ou de cadrage biographique. Parce qu'après tout, peut-être qu'une pratique, même sans cette question, peut-être qu'une pratique comme, je sais pas, encore une fois, se promener ou des choses de la vie quotidienne, appelle forcément un habillage biographique, ne serait-ce que pour pouvoir la raconter. Je pense que... Enfin, j'ai peur de rentrer dans des observations extrêmement stéréotypiques, mais j'ai quand même remarqué une grande différence entre les entretiens en France et en Allemagne. Donc en Allemagne, les gens répondaient de manière beaucoup plus courte et partageaient moins de contenu intime. Et donc, je pense que c'est à ce moment-là que la question elle a été probablement juste évacuée par les personnes qui juste ne répondaient plus. Alors qu'en France, c'était le moment de l'expression je me retrouvais vraiment avec des scènes très détaillées, des gens qui me racontaient des choses. Donc, le rapport au récit de soi, j'ai vu qu'il était vraiment différent, en tout cas... dans ce processus-là. Oui, peut-être qu'il y a un effet là, en l'occurrence, toi, de ton intimité avec la langue, où les gens, peut-être qu'en France, ils voyaient comment rentrer davantage dans des récits et toi mesurer tes réactions. Et bien sûr. Donc effectivement, sans doute, ça explique aussi ça explique un certain nombre de choses. Est-ce que parmi, tu as recueilli beaucoup de pratiques, est-ce que malgré cette masse, il y a des choses qui te manquent en fait, ou des choses auxquelles tu t'attendais qui ne sont pas ressorties? Est-ce que tu t'attendais à ce que des pratiques ressortent plus que d'autres? Enfin, est-ce qu'il y a des trous justement dans tes pratiques qui t'étonnent ou dont tu t'aperçois a posteriori, ou pas forcément parce que tu n'avais pas nécessairement un système à l'esprit? Donc je n'avais pas de système à l'esprit, et comme c'était mon seul projet anthropologique entre guillemets, et que je n'avais aucune prétention que ça soit un projet anthropologique d'ailleurs, pour moi c'était un processus d'écriture. J'étais étonnée vraiment du premier jour de la collecte. Donc, je pense qu'une des premières réponses que j'ai eues, c'était la pratique, c'était rôder. Je ne savais pas même pas ce que c'est ce mot-là. Ça venait d'une artiste qui habite à Aubervilliers. Les portraits avaient je sais pas comment dire, une profondeur vraiment très très touchante. Et c'est ce type de réponse-là et d'autres sont arrivées. Les promenades des nuits, les promenades des chantiers. Et en fait, j'ai commencé à juste rentrer dans... J'étais juste... Oui, presque tout m'étonnait en fait. Presque tout, entre guillemets. Je me rappelle. Je travaillais donc avec un assistant à Aubervilliers. Il faisait chaud. C'était à la fin de la collecte. Et il faisait chaud. C'était la journée de La rue est à nous. Donc il y avait beaucoup d'enfants et d'adolescents dans la rue. Et j'avais compris que le formulaire est un peu difficile pour les enfants et je ne m'adressais pas aux enfants. Il
il fallait au plus l'autorisation de parents, c'était très compliqué. Enfin, et c'est bien que ça soit compliqué, donc voilà. Et donc, pourtant, il y avait un enfant de 5 ans, je pense. Et mon assistant a commencé à... Enfin, mon assistant, la personne avec laquelle j'ai collaboré, a commencé à l'interviewer. Et je lui dis, non, mais j'étais très fatiguée. Juste, qu'est-ce qu'il va répondre? Enfin, tu vois, c'est... Et en fait, c'est un des portraits les plus intéressants. Donc, cet enfant, ce garçon, a répondu que sa pratique, c'est marcher en arrière, enfin, marcher à 4 pattes et depuis peu en arrière. Et c'est donc, comment ne pas... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, ça c'est extra, effectivement. Ouais. Ça c'est extra. Mais d'où le fait, effectivement, d'où la question des âges, enfin, et des niveaux, et qui vont faire percevoir des pratiques comme très importantes. Là, ça c'est la pratique qui l'illumine, évidemment. Il arrive à marcher en arrière, ça, j'imagine. Oui. Donc tout ça pour dire que comme je n'avais pas une grande expérience de terrain, ni d'interview, chaque étape, en fait, était nouvelle pour moi. Donc, Mais j'ai l'impression que dans les réponses que tu as eu énormément, tu l'as dit, de promenades, enfin, et d'une manière générale, énormément de pratiques, on va dire, globales, c'est-à-dire c'est tout le corps. Et marcher, se promener, se peser, enfin, il y a pas tellement, enfin beaucoup moins, j'ai le sentiment, mais peut-être que tu pourrais préciser, des micro-pratiques, c'est-à-dire des gens qui parlent juste de pratiques digitales, avec juste les doigts, juste les pieds, oui. des mouvements de tête, enfin, je ne sais pas, des choses comme ça. Parce que je pense que c'était le mot pratique qui était à la fois qui guidait vers ça, mais qui était soit suffisamment ouvert, soit pas suffisamment défini, pour que les gens aillent plutôt vers des modes de vie. Ou vers des longues activités, enfin des activités globales, plutôt que vraiment répondre à travers une technique de corps. C'est ça. Donc pas tellement de gestes techniques au sens gestes de travail. Elle faisait partie de la pratique. Par exemple, il y avait justement un ouvrier qui travaillait qui conduisait des machines, enfin, qui travaillait dans des chantiers et conduisait des machines, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc effectivement, il parle de comment il conduit cette machine. Il l'a décrit comme un jouet. D'accord. Et donc elle faisait partie. Ces techniques faisaient partie de la pratique. Si elle en faisait partie. D'accord. La pratique qu'il te décrivait, c'était une pratique de conduite, en fait, finalement. Oui, Ouais. je pense que lui, il avait dit qu'il travaille dans un chantier. D'accord. Donc c'était une pratique de travail, enfin, c'était son métier. Oui, ça c'est intéressant. Finalement, les gens ne sont pas venus spontanément vers leurs activités de travail, mais plutôt à ce qui se passait hors du travail. Le deux, il y avait beaucoup de pratiques de travail et beaucoup de pratiques de loisirs, mais en même temps, ce qui me permet, la raison pour laquelle j'ai insisté avec le mot travail, pratique, c'était justement que ça me permettait d'atteindre le deux. Parce que dans le travail, nous avons des pratiques. Et dans la vie en dehors du travail, nous avons des pratiques aussi. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a aussi des pratiques qui ne sont ni l'un ni l'autre. C'était surtout cet espace-là entre les deux qui m'intéressait, aussi parce que ma propre pratique, on va dire, artistique, c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans le monde de l'art. Quelle est ta pratique? Moi, je fais de la danse. Quelle est ta pratique? Moi, je fais de la sculpture. S'il s'agit d'une pratique qui n'est pas toujours rémunérée, qu'on ne considère pas toujours comme du travail, mais qui n'est pas de loisir. Donc c'était une manière pour moi de déjouer un peu ces deux grandes catégories du travail et du loisir. Oui, ça, ce qui est effectivement une bonne façon d'éviter les prédécoupages, y compris les découpages tels que tu viens de les décrire dans la pratique artistique. Quelle est ta pratique? Ce qui nécessite forcément de se positionner dans des cases. Et ce qui marche peut-être moins. Et d'où l'importance de la question, est-ce que vous avez été rémunéré pour cette pratique? Et la plupart du temps la plupart du temps, c'était non, mais ça a amené à des très belles réponses. Enfin, tu vois, parce que par exemple. Ouais. Là, je pense que vraiment, je ne veux pas pouvoir trouver... une précise. Oui, non, mais t'imagines de se poser la question si on n'a jamais été rémunéré pour le Café Club Caca. Enfin, déjà, ça le rend... l'absurdité de... Enfin, tu vois, ou le fait d'être rémunéré pour
pour jouer avec la PlayStation. Enfin, ou découvrir qu'en fait, oui, il y a eu un échange d'argent pour un truc comme ça, mais là, je ne me rappelle plus. Mais est-ce que... Alors ça c'est très intéressant parce qu'effectivement c'est un dispositif qui qui peut plonger les gens qui s'y soumettent dans des abîmes de réflexivité sur leurs pratiques, sur pourquoi est-ce que c'est pas rémunéré, ou bizarre que ce soit si ça devait être rémunéré. Le ménage par exemple, oui, le ménage évidemment. Est-ce que le bout de cette affaire d'échange finalement entre ce qu'ils t'offrent et ce que toi tu leur permets de faire, c'est une occasion de réfléchir ou de poser par écrit des choses qu'ils n'auraient jamais peut-être posées par écrit, probablement hors du dispositif que tu leur offres. Est-ce qu'il y a aussi l'idée, est-ce que ça fait partie d'un projet, de revenir avec la performance d'une manière ou d'une autre vers les personnes en fait, pour que ça crée quelque chose de nouveau peut-être? C'était le cas dans les villes et les institutions, enfin dans les institutions dans des villes, enfin dans les institutions qui ont à la fois coproduit le terrain et la publication, mais aussi invité le spectacle. Par exemple, à Aubervilliers. Donc à Aubervilliers, comme il s'agissait d'une résidence de presque 2 ans, j'ai passé 1 an de terrain, donc 300 entretiens, et puis je suis revenue avec un spectacle. Et donc, évidemment, quelques-uns et quelques-unes des interviewés sont venus voir. Pas les 300 personnes qui n'étaient absolument pas intéressées par la danse contemporaine, mais très intéressées à me transmettre leurs pratiques et parler d'eux-mêmes. Et d'autres qui, par le biais de la médiation et de la publicité qui a été faite pour le spectacle, se sont quand même trouvés dans la salle et ont découvert cet objet-là, qui leur était, à mon avis, à la fois très énigmatique et en même temps leur donnait des pistes de lecture. Parce qu'il y avait des choses... je pense qu'ils n'auraient jamais pensé qu'un tel spectacle peut être produit par ce type de processus-là. On imagine bien que devant un formulaire, tu ne te projettes pas vers une performance de danse, et sans doute pas celle que j'ai créée. Mais je pense qu'il y a des gens à Aubervilliers, par exemple, qui ont sans doute bien, identifié, par exemple, les ablutions, et qu'elles savaient d'où elles viennent. Et ça crée un autre rapport à cet objet-là, peut-être un peu moins consommateur. Ça, c'est quand même très intéressant. Ouais. Mais c'était pas le cas c'était aussi beaucoup pas le cas. Oui, la plupart des gens... Parce que j'ai beaucoup voyagé avec ces spectacles-là, où je n'ai pas fait de terrain. Et puis, il y a eu même une institution qui m'a invité pour faire du terrain et qui n'a pas invité le spectacle. Dommage pour eux. Je crois que c'est le moment de te remercier beaucoup, à la fois pour le projet, cet aboutissement, pour tes réponses éclairantes et puis pour tout ça, pour ce spectacle. Merci. Beaucoup. Merci Nicolas. Il s'agissait d'une rencontre avec Lenio Caclea, danseuse, chorégraphe et autrice avec Lou Forster de Encyclopédie pratique des Tours, et Nicolas Adel, anthropologue, maître de conférences en anthropologie à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès, organisé à la librairie Ombre Blanche le 28 mai 2022 dans le cadre du festival In Extremis qui se tenait au Théâtre Garonne du 17 mai au 11 juin 2022. Réalisation et mise en onde de la rencontre, Radio Radio.